Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'OL de Buts 1 à Toulouse, une victoire qui s'est dessinée dans les tout derniers instants. On va revenir sur le scénario du match, les compos d'équipe, il y a de quoi dire. On fera un petit point sur les stats et on regardera évidemment les déclarations, notamment de Pierre Sage, parce que il y a beaucoup de sujets à voir, que ce soit cette compo de départ, et notamment un joueur qui a crispé pas mal de monde, Wilfried Zaha, auteur d'une prestation qui ne restera pas dans les annales du football. Alors il y a quelque temps, j'avais dit que oui, d'accord, virer David Friot, pourquoi pas, et je me demandais qui représentait l'autorité dans le club, puisque on le sait, Laurent Prudhomme, on va dire, c'est un peu le gentil organisateur. Pierre Sage, c'est le bon gars. Alors il y a Jamel Alioui qui est un peu le père Fouettard des assistants, mais malgré tout, je trouve que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus du groupe professionnel et qui puisse un petit peu mettre les pendules à l'endroit. Et je m'étonnais que, par exemple, un Ernest Nuamah ne soit tout simplement pas dans le groupe. Alors on peut penser, au départ c'est ce qu'on a tous pensé je pense, c'est-à-dire que c'était tout simplement de la gestion de groupe, mais bon, Nuamah c'est quand même un jeune joueur, n'a pas tellement joué depuis le début de la saison, donc je trouvais un peu étrange qu'il ne soit pas dans le groupe. Et on apprend, la question a été posée d'ailleurs à Pierre Sage, et bien qu'en fait Nuamah a été sanctionné pour un retard à l'entraînement samedi. Et je me dis que s'il y avait quelqu'un qui était là un peu pour faire figure d'autorité dans ce groupe, eh bien peut-être que ça ne serait pas arrivé. D'ailleurs, je note que depuis le début de l'année, on n'avait pas eu ce genre de situation. Et par ailleurs, le comportement de Wilfried Zaha pendant le match et à la mi-temps, eh bien, n'aurait peut-être pas été celui qu'il a été. Mais enfin bon, bref. Je pense qu'il y a un besoin urgence, qu'une figure représente l'autorité dans ce club. Ce n'est pas simple de trouver quelqu'un parce que John Textor ne veut pas un directeur sportif qui a le pouvoir de décider sur les transferts. Donc ça va évidemment rebuter beaucoup de directeurs sportifs. Et donc on ne voit pas tellement qui on pourrait nommer pour représenter un petit peu l'autorité au-dessus de l'équipe, une sorte de personne qui n'est pas dans le groupe en permanence, mais qui, malgré tout, on va dire, peut être là pour aplanir les problèmes, etc. Donc bref, je pense qu'il faut remédier à cette situation assez rapidement. Alors justement, le 11, Pierre Sage, vraiment, a surpris son monde, parce que on pouvait attendre quelques rotations, bien entendu, puisque c'est notre 3e match en une semaine. Alors moi personnellement, quand j'ai fait ma proposition de composition d'équipe, j'avais mis Zaha et Benrahma, donc je ne suis pas surpris de cela. Par contre, effectivement, je n'avais pas vu venir Koumbedi, ça franchement pas du tout. Je n'avais pas vu venir forcément Tessman titulaire. Je pensais effectivement le retour de Verretou. Cacré titulaire et capitaine, c'était pas une évidence. Bon, en tout cas, ça faisait mine de rien 8 changements par rapport au match de jeudi. Or moi, j'avais dit on ne change pas une équipe qui gagne, un système qui gagne, le 4-2-3-1. Là, on est revenu dans un 4-3-3 un peu plus prudent, mais surtout, on change 8 joueurs et surtout, on met un milieu de terrain qui n'a quasiment jamais joué ensemble, Verretou, Tessman et Cacré. Et faut bien le dire, ça a été absolument catastrophique. On met Zaha et Benrahma qui ne sont pas en condition physique. Alors oui, j'avais proposé de mettre les deux titulaires, mais moi je n'ai pas les données data de performance physique des joueurs. Et ce qu'il faut bien constater, c'est que Zaha et Benrahma ne sont pas du tout en condition pour jouer titulaire. Rentrer comme ils l'ont fait face à l'Olympiakos, c'est faisable, mais enchaîner 3 jours plus tard la titularisation, franchement c'était une très mauvaise idée. Surtout si les datas confirment que les joueurs sont rôtis. Alors, quand j'ai fait le live, j'ai demandé aux gens qui étaient dans le live, très nombreux d'ailleurs, je vous en remercie, s'ils étaient plutôt contents de la composition. Alors, il y avait quand même beaucoup de doutes, notamment parce que on voyait des joueurs
qui n'ont pas joué depuis très longtemps. Je pense à Koumbedi, à Zaha, à Benrahma qui n'était pas titulaire depuis longtemps, Mikotadze aussi qui avait été écarté, Tessman qui ne l'a jamais été, Cacré qui avait été écarté pendant 2 matchs. Donc bon, il y avait quand même des doutes. Et alors là, ce qu'on a vu en première mi-temps, c'était vraiment abominable. En 2 mots, abo et minable. Zaha, évidemment, a été sans doute le pire joueur sur le terrain. Un body language absolument détestable. A râlé en permanence parce qu'il n'avait pas le ballon là où il le voulait, alors que lui-même ne foutait rien, n'était pas capable de faire une passe correcte. Alors oui, il a 95% de passes réussies, mais ses passes, c'est je reçois la balle et je la redonne derrière à Abner. Donc bon, il a fait ça tout le match. Donc évidemment, en termes de passes réussies, vous avez des bonnes stats en faisant ça, mais par contre, ce n'est pas ce qu'on attend d'un ailier rompu aux joutes de la Première Ligue. Et donc Zaha, il a été catastrophique. Ce qui m'a un peu agacé de la part de Pierre Sage, c'est, je comprends la nécessité de faire des rotations, mais là, il y en avait beaucoup trop, et notamment au milieu de terrain. À la limite, il aurait mis Tolisso titulaire ou Matic titulaire, quitte à faire rentrer Tessman en cours de match, ça je l'aurais compris. Cacré fait un match très moyen, mais quand même pas aussi mauvais que Verretou, qui est sorti à la 53e minute et qui a été remplacé par Ryan Cherki. Ce qui m'a pas plu avec Pierre Sage, c'est que à l'évidence, il fallait sortir Zaha à la mi-temps. Et en fait, il ne le fait pas. Et il attend la 50e minute. C'est-à-dire que il attend 5 minutes après la mi-temps pour changer Zaha. Alors ça, je ne pige pas. C'est un peu l'ego d'un entraîneur qui ne veut pas admettre qu'il s'est trompé, mais qui comprend que le joueur ne peut pas rester sur le terrain. Donc, on ne le sort pas à la mi-temps parce que ça veut dire qu'on s'est planté, mais on le sort 5 minutes plus tard. Donc bon, moi j'ai trouvé ça pas très malin de la part de Pierre Sage. Donc, alors, Pierre Sage reste quand même un jeune entraîneur puisqu'il a moins d'1 année complète en tant qu'entraîneur principal dans un club de ce niveau. Donc, lui aussi va apprendre de ses erreurs et changer 8 joueurs d'un match à l'autre, ce n'est pas possible. Donc, on va voir un petit peu sur l'attaque momentum et les stats, bien que ce 11 en tout cas n'a absolument rien produit. Mais ce qui est grave, c'est que les entrants n'ont pas produit grand-chose jusqu'à la toute dernière minute. Donc ça a été vraiment un match extrêmement pénible de bout en bout. Donc vous le voyez déjà sur l'attaque momentum de la première minute jusqu'à, on va dire, la 35e. Du côté de l'OL, il ne se passe absolument rien. Même après avoir pris le but, aucune réaction. Quelques velléités en fin de mi-temps. On voit qu'en deuxième mi-temps, quand il y a les changements, il se passe 2-3 trucs, mais qu'après, c'est à nouveau le vide jusqu'à la toute fin de match où on arrive enfin à marquer. Bon, vraiment, ça a été terrible et il a fallu un CSC, vous voyez ici, pour que l'OL puisse égaliser et vire la mi-temps à 1-1, ce qui était absolument miraculeux quand on voit ce que l'on avait produit. On va pouvoir le voir dans les stats par mi-temps. Donc, on va prendre les stats de la première mi-temps. Et vous voyez que Toulouse a 0,48 en XG et que nous, on a 0,26. Franchement, ça a été terrible cette première mi-temps. Mais je dirais que la deuxième n'a pas été forcément bien meilleure. Malgré les changements, vous voyez en deuxième mi-temps, on a un petit 0,17 d'XG, 0,46 pour Toulouse. Il faut dire que Toulouse a une occasion absolument énorme qui leur aurait permis de mener 2-1 et un arrêt exceptionnel de Lucas Perry qui permet de, à ce moment-là, maintenir le 1-1. Et la dernière action où Ryan Cherki se retrouve dans la surface, il tire, son ballon est contré et Fofana qui traînait là, récupère le ballon du pied droit et tire pied gauche entre les jambes du gardien. La balle franchit la ligne, elle est sauvée derrière, mais elle franchit la ligne.
Et donc, ça nous permet in extremis de remporter ce match. Alors, ce qui m'amuse un peu, c'est que dans le match face à Marseille, beaucoup de gens m'ont dit dans les commentaires « Ah, Cacré, il est impliqué sur les 3 buts de Marseille. » Alors, je vous invite à aller revoir les 3 buts de Marseille et vous me direz là où Cacré est impliqué. Ce qui est marrant, c'est que hier, Cacré ne fait pas un grand match, loin de là. Néanmoins, sur la dernière action, il récupère le ballon ici, au milieu de terrain, et il l'amène balle au pied jusqu'ici, où il serre Ryan Cherki dans la profondeur, et Cherki donc tire, et ensuite Fofana finit l'action. Mais je n'ai entendu absolument personne au monde dire que Cacré était impliqué dans le but victorieux. Donc vous voyez, double lecture. De toute façon, Cacré est devenu la cible, voilà, l'homme à abattre. Je ne comprends pas que, notamment à l'OL, j'ai l'impression qu'on est le seul club qui fait ça. On désigne un mec et on lui tape sur la tronche, on invente des choses, le fait par exemple qu'il soit impliqué sur les 3 buts de Marseille, et évidemment, lorsque il remonte tout le terrain, enfin tout le demi-terrain pour emmener le ballon à Cherki, là personne n'en parle, mais bon, je crois qu'il va le devoir faire avec, je ne dis pas qu'il fait un bon match, loin de là, mais je m'étais énervé dans le live précédent, on m'avait dit que Verretou, c'était largement supérieur à Cacré. Alors déjà, dans le match, on m'a dit ça, c'était tout à fait faux. C'est un match où Cacré n'avait pas du tout joué. Verretou, non, il était remplaçant Cacré, c'était le match contre Marseille, donc Verretou n'avait absolument rien fait. Verretou n'a pas joué jeudi, donc il avait pas l'excuse de jouer 3 matchs en une semaine. Et donc voilà sa production hier, donc 53 minutes de jeu, quand même 0,03 assist, expected assist, donc c'est quand même impressionnant. Au niveau des balles réussies, des passes réussies, des passes longues et des passes croisées, aucune réussie. Un dribble tenté avec succès et un seul duel gagné sur 4. Alors oui, seulement 8 ballons perdus, mais vous voyez, un dégagement, aucune interception, aucun tacle. Voilà le joueur qui est censé enterrer définitivement Maxence Cacré. Je pense que Maxence Cacré peut dormir sur ses 2 oreilles. Si son principal concurrent, c'est Jordan Verretou, qui passe à travers les critiques. Alors vous me direz, il vient d'arriver, il n'est pas en forme physique, etc. Alors peut-être que le mec va se révéler exceptionnel sur la suite de la compétition, mais quand j'entends ici ou là que Jordan Verretou c'est largement supérieur à tout ce qu'on a au milieu de terrain, ça me fait doucement rire. Bref, on va passer aux autres sujets statistiques et notamment en allant regarder notre ami DataOL qui, vous le savez, nous dégote toujours des stats extrêmement intéressantes. Alors Malik Fofana qui pour le coup nous permet d'empocher 2 points de plus puisque c'est lui qui donne la victoire. Vous remarquez cette photo assez drôle où Malik écarte les bras comme s'il allait s'envoler et un oiseau juste devant lui, c'est assez rigolo. Donc depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais, eh bien Malik Fofana, c'est quasiment 12 matchs de temps de jeu effectif, 6 fois décisif, donc 5 buts et une passe D, 15 dribbles réussis sur 27, donc plus de 50% de ses dribbles. La théorie qui veut qu'il faut laisser du temps, et ceci, et rappelle-toi Rai, et rappelle-toi Juninho, il aura fallu du temps pour s'imposer, et ceci, et cela. Non, un joueur, quand il est bon, il est bon, il est bon tout de suite, il est bon s'il a 19 ans, il est bon s'il a 20 ans, il est bon s'il a 25 ans. Donc Malik Fofana est un très bon joueur, et il le montre immédiatement. Depuis 1 an, je ne cesse de dire que Nuama est une fraude, et Malik Fofana, en 12 matchs de temps de jeu effectif, il a fait 10 fois plus que Nuama. D'ailleurs, je note aussi que Nuama, l'année dernière, pour le protéger, on nous a dit « Ah, mais il fatigue les défenses avec ses courses incessantes et c'est ceux qui rentrent qui en profitent. » Bah, bizarrement, cette théorie, on l'a rangée au placard puisque il ne démarre plus quasiment aucun match et le seul qu'il a démarré, il a été très mauvais.
Donc bon, on voit que les narratifs, vous voyez, sont très changeants selon ce que l'on veut démontrer au final. Alors un joueur qui lui aussi cristallise un petit peu, puisque on va dire porté au nu, surnommé le roi Georges, un peu notre Iliman Ndiaye à nous, un joueur donc qui a été accueilli à bras ouverts à l'Olympique Lyonnais, qui porte le numéro 69 et qui, depuis son arrivée à l'OL, c'est 0 but et 0 passe décisive. La stat 2,5 XG, tout comme Brel Mbolo et Abouklal 3 XG, sont les seuls joueurs des 5 grands championnats européens à totaliser au moins 2,5 XG sans avoir marqué. Donc les occasions, il les a. Alors moi hier, je vais pas spécialement l'incriminer, l'ami Mikotadze, sur le match d'hier, tout simplement parce qu'il n'a pas du tout été servi. C'est-à-dire que quand vous avez Zaha à gauche et Benrahma à droite dans le match d'hier, vous ne recevez pas un seul ballon exploitable. Donc je ne vais pas l'incriminer hier. Je lui en veux plus sur le fameux 2 contre 1 avec Lacazette. Mais ce qui est sûr, c'est que Mikotadze, pour le moment, le rendement n'est pas au rendez-vous et qu'il va falloir quand même qu'il débloque son compteur. C'est pour ça d'ailleurs que je n'étais pas spécialement fâché que Pierre Sage le titularise hier parce que Lacazette a besoin de souffler. Mais il faut que Mikotadze débloque son compteur. Après, il faut aussi qu'il soit bien alimenté, ce qui, en tout cas, hier, n'était pas le cas. Alors, vous le savez, notre équipe est un peu spécialisée pour les remontadas. Alors, une remontada sur la saison l'année dernière, mais aussi pendant les matchs. Déjà, en début de saison, face à Strasbourg, on était mené 3-1. On a réussi à s'imposer. Hier, mené 1-0, on a réussi à s'imposer. Et donc DataOL nous dit les coachs au XXIe siècle qui se sont imposés le plus de fois après avoir été menés au score en Ligue 1, donc Genesio 13 fois, Garde 10 fois et Gérard Houllier et l'ami Pierre Sage 9 fois. Bon, ça aurait été bien de mettre le nombre de matchs à côté, mais bon, ça c'est comme ça. Alors, dans les saisons où au XXIe siècle l'OL comptait 7 points après les 6 premiers matchs, donc c'est arrivé 3 fois, en 21 on finit 4e, en 14-15 on finit 2e et en 2000-2001, on finit premier. Maxence Cacré a perdu 67% de ses duels, 10 sur 15, son plus haut pourcentage avec l'OL, en étant titulaire depuis le 3 mars dernier face à Lens. Il ne remporte que 45% de duels cette saison en Ligue 1. Pour le moment, son pire pourcentage lors d'une saison à égalité avec 2022-2023. Alors attention, hein, je dis pas que Cacré il est bon, hein. Mais qu'on vienne pas me dire que Verretou est meilleur. C'est factuellement faux. 6 dégagements défensifs pour Kal et Tachar face à Toulouse. Record du match. Ryan Cherki a réussi 3 dribbles sur son entrée face à Toulouse. Sur 3, record du match. Lucas Perry a effectué 22 arrêts depuis le début de la saison. 3,7 par match. Vous voyez les XG. 1,04 pour Toulouse et 0,41 pour nous. Bon. Ça a été un match absolument abominable. C'est vrai que, bon, comme on a gagné, c'est vrai qu'on est un peu moins sévère que si on avait fait un match nul, qui aurait été une très mauvaise opération au classement. On va regarder ça dans un instant. Et si on avait perdu, hein, faut pas oublier l'arrêt de Perry qui vraiment, parce que je suis pas certain qu'à 1-2 on égalise, parce que à 1-2 rien ne dit que l'action Cherki-Fofana serait survenu. Donc on va rester calme là-dessus. On va donc regarder le classement. Alors, l'OL finalement est passé de la 15e place à la 11e place. Finalement, pas très loin du top 5, puisqu'on est à 3 points de Lille. On est à 4 points de la 4e place, donc qui est la place de barragiste pour la Ligue des Champions, et quand même à 6 points de Marseille qui s'est incliné hier. Mais on a un calendrier plutôt favorable. Par contre, il va falloir améliorer cette différence de but qui pour le moment n'est pas bonne du tout. Notez que si on avait fait un match nul, eh bien on serait ici, on serait à nouveau 15e, et là notre retard par rapport au top 3 aurait été très très important, en laissant filer des points face à un adversaire, un adversaire à notre portée,
Donc vraiment sur ce match-là, on s'en sort bien, clairement. Prochain match au Glasgow et ensuite réception de Nantes. Là aussi, il va falloir s'imposer pour se donner de l'air en championnat et peut-être avoir des ambitions en Ligue Europa. On va passer aux déclarations, notamment de Pierre Sage. On a gagné avec le résultat, mais la performance était compliquée. Repasser en 4-2-3-1 a fermé leurs possibilités. Il faut savoir gagner en souffrant et c'est quelque chose qu'on a su faire. On était un peu fatigués et les joueurs qui étaient dans le 11 ont souffert de ne pas avoir beaucoup joué dernièrement. C'est un parti pris discutable. Vous voyez que même Pierre Sage lui-même dit oui, avoir fait autant de changements, c'est discutable, ou presque, donc d'avoir tout changé ou presque dans la compo, mais ça nous permet d'avoir des possibilités pour la suite. J'étais assez surpris qu'on marque, c'est-à-dire que même lui, le but de Fofana ne s'y attendait pas. Je ne m'attendais pas à grand-chose vu notre match. La réaction à la perte de balle m'a dérangé. Il est très mécontent Pierre Sage parce qu'effectivement, il y avait un déchet technique absolument dingue dans ce match. Mais bon, quand vous perdez le ballon, la moindre des choses, c'est d'essayer de le récupérer, au moins d'aller au pressing pour empêcher l'équipe adverse de s'organiser. Et ça n'a pas été fait, surtout en première mi-temps. Alors, le cas Zaha, qui vraiment, je pense, a cristallisé les crispations hier. Ça a été le premier joueur à sortir, donc j'ai vu les mêmes choses que vous. Ça va repartir pour lui, il va s'intégrer. Alors ça, c'est pas sûr du tout, puisque des échos de Turquie nous apprennent que la famille de Zaha ne se sent pas bien du tout à Lyon, qu'ils ont beaucoup de mal à s'intégrer, qu'ils sont nostalgiques de la Turquie, etc., etc. Donc, je ne serais pas du tout surpris que Zaha reparte dans un club turc ou ailleurs dès le mois de janvier. Il va comprendre quel est l'état d'esprit que l'on attend de lui, j'en suis persuadé. Bonne chance, Pierrot. À la mi-temps, on a reparlé du souci défensif et on est repassé en 4-2-3-1. Je leur ai dit qu'avec notre possession, ce n'était pas bon. Et j'ai parlé aussi de quelques attitudes dérangeantes. J'ai dit à Georges qu'il va faire 200 appels, Georges Mikotadze, qu'il va faire 200 appels dans un match et que le 201e sera le bon. Je lui ai dit de se mettre au service de l'équipe et je pense qu'il a pu le faire en seconde mi-temps. Il aurait pu marquer sur corner. Bon, là, faut être quand même... Il fait une déviation de la tête sur corner. Il aurait pu marquer. La balle passe 5 mètres au-dessus. Faut peut-être pas exagérer non plus. Ça va venir car il a le bon état d'esprit. J'ai toujours confiance en Cherki. J'étais très content qu'il prolonge. Il n'a pas pu se préparer, mais ça reste un super joueur. Sa sortie médiatique d'il y a une semaine, j'espère que vous pourrez l'oublier rapidement. Bon, moi, sa sortie médiatique ne m'a pas spécialement choqué. C'était sur le coup de l'émotion, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Dans une autre interview, Pierre Sage revient sur le 11 des départs. On avait 8 joueurs différents ce dimanche par rapport au match précédent. Je pense que le manque de rythme de ces joueurs, qui ne jouent pas souvent plus l'horaire du match, a eu un impact. Ouais, l'horaire du match, bon. Le fait qu'ils aient très peu joué ensemble a certainement créé cette latence en début de match. Ça c'est sûr. Si tu mets des joueurs qui sont pas en rythme et qui n'ont jamais joué ensemble, il y a peu de chances que ça produise quelque chose de positif. Alors son ambition, c'est que quels que soient les joueurs sur le terrain, on puisse avoir à peu près le même niveau de jeu. Tout le monde a joué pour l'instant, mais on ne fait pas jouer pour dire de faire jouer, on fait jouer pour gagner des matchs. Et des fois, pour gagner des matchs, il faut être capable d'en faire reposer certains pour que d'autres jouent. Dorénavant, il va falloir trouver des connexions entre les joueurs pour que peu importe qui joue, on arrive à produire le jeu qu'on a produit ces derniers matchs. Alors, faut pas non plus surévaluer les matchs récents, les amis. C'est quand même pas du grand football. Il y a des victoires, il y a des victoires à l'arraché, il y a des défaites aussi, il y a des matchs nuls. Pour le moment, ce qu'on voit sur le terrain, ça casse pas 3 pattes à un canard quand même. Voilà, bon, une victoire qui fait du bien, notamment sur le plan comptable. Bon, par contre, évidemment, ce qui a été produit n'est pas terrible. Alors oui, il faut voir aussi le 11 qui était sur le terrain. On va se retrouver pour le live à Glasgow, face aux Glasgow Rangers. On aura aussi un débrief des conférences de presse. Ça va arriver vite, puisque les conférences de presse, je pense, sont demain ou mercredi. Je ne sais pas trop. En championnat, c'est 2 jours avant. Il me semble qu'en Europa League, c'est la veille. Je ne suis pas certain. Donc en tout cas,
Restez attentifs, n'hésitez pas à vous abonner puisque désormais il me manque une 30aine d'abonnements pour atteindre les 4000. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.